punching. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un épisode ou un film de l'univers de Star Trek. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Bienvenue à La Dernière Frontière. Aujourd'hui, on parle du pilote de la Patrouille du Cosmos, sorti en 1966 et réalisé par James Goldstone, avec William Shatner, Leonard Nimoy, Gary Lockwood, Sally Kellerman, George Takei, James Doohan, Lloyd Haynes, Andrea Drum, Paul Carr et Paul Fix. Je suis Mathieu et vous ne saurez jamais ce qui est d'être un dieu. Et pensez, moi non plus, je pense que je ne vais probablement jamais le savoir. Alors, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je commence quelque chose comme la semaine passée où j'ai commencé l'univers du MCU. Cette semaine, je commence quelque chose qui est vraiment plus rattaché à mon cœur, comme vous devez vous en douter, dans le fond, que je suis un fan de Star Trek. Si vous m'écoutez parler sur les épisodes de Star Trek, généralement c'est juste plus un commentaire que je fais sur l'épisode actuel. Parce que dans le fond, c'est tous des épisodes que j'ai fait sur l'univers actuel de Star Trek, qui est Star Trek Discovery, qui est Star Trek Strange New Worlds, Prodigy, Lower Decks, puis Star Trek Picard. Mais c'est pas comme que je fais généralement au podcast. C'est plus là où je vais plus étudier chaque épisode qui dans le fond qui va changer un petit peu la dynamique. C'est pas la même genre de rétrospective dans le fond là, que les épisodes de Star Trek tout simplement. C'est aujourd'hui, je l'embarque comme rétrospective qui va être différent dans le fond. Là, que c'est pas juste un commentaire sur l'épisode, c'est plus une étude là. Fait que, bien sûr, c'est ça. C'est en couvrant tous les films de Star Trek, c'est ça que je veux faire à la base. Mais avec l'épisode, je sais pas si on appelle ça bonus ou premier épisode de la rétrospective, où ce que je vais couvrir le pilote, le deuxième pilote. Il faut bien noter que c'est pas le premier pilote. J'ai fait le premier pilote, dans le fond. Dans les épisodes que je parle, quand j'ai commencé à parler de Star Trek Discovery à la deuxième saison, j'ai parlé du premier pilote en question. Mais c'est ça. On a, par la suite de ça, on a fait un deuxième pilote. Là, je reviens à ça dans quelques secondes. Je vais juste finir qu'est-ce que j'ai à propos de la rétrospective. Fait que c'est quelque chose qui est près de mon cœur en bout de ligne de parler de Star Trek à cause de ça. Quelque part aussi, je veux dire, j'ai toujours eu une partie de Star Trek là, dans ma vie. Puis c'est ça, quelque part, ce que je veux faire avec la rétrospective, dans le fond, c'est plus arriver puis parler de tout Star Trek au courant des années. C'est sûr qu'éventuellement, je vais rattraper l'ère actuelle. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas si je vais faire peut-être un combiné là, des saisons. Peut-être que je vais faire quelque chose de même. Là, mais en tout cas, on verra par la suite. Surtout, là, je veux essayer là, de toucher là, la série originale, la série animée, les films avec l'équipage original. Ensuite de ça, je veux toucher là, l'équipage là, de la nouvelle génération, les films de la nouvelle génération. Je veux incorporer quelques épisodes au travers de ça. Il y a plusieurs Blu-ray qui ont sorti en mettant des épisodes ensemble pour faire comme des films. Fait que je vais probablement couvrir la plupart là, des films là, de la nouvelle génération qui ont été comme transformés en films. Je sais pas si je vais faire plus que ça. Par contre, je vais voir là, une fois rendu là. Je vais essayer de toucher un petit peu Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, puis c'est un peu tout ce que je veux toucher, en tout cas pour la globalité. Dans l'univers actuel, c'est ça, je verrai une fois rendu là. J'ai commencé à réécouter beaucoup. Là, en ce moment, là, je suis en train là, de me préparer pour la cinquième et dernière saison là, de Star Trek Discovery. Que dans le fond, je me prépare un petit peu trop tôt parce que pour l'instant, la dernière nouvelle, c'est que ça va débuter, je pense, le 24 avril 2024. Fait que je suis un petit peu en avance, mais bon, on verra par la suite. Là.
La rétrospective, je pense pas la faire sur un vraiment rapide. Ça va être quelque chose que je vais toucher là, bien tranquillement. Peut-être un peu plus rapidement, un peu au courant de la prochaine année. Quand il n'y aura pas de Star Trek à la télé, je veux pas comme juste parler de Star Trek totalement. Fait que quand il va y avoir un break, comme en ce moment, où on n'aura pas de Star Trek là, avant clairement là, janvier ou février là, de 2024, puis peut-être que ça va être Discovery le prochain show. Je ne sais pas là, quand est-ce qu'on aligne là, qu'on va sortir là, le Prodigy de deuxième saison. Fait que à partir de là, à cause de la grève des scénaristes, tout ça, où qu'on a eu beaucoup de retard, là, fait que je ne sais pas exactement où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que pendant ces trous-là, je vais continuer quand même à parler de Star Trek en parlant là, de tout cet univers-là, mais je m'attends à ce que j'aille fini là, dans quelque chose comme 2 ans, à peu près, cette rétrospective-là. C'est genre peut-être une vingtaine et plus là, d'épisodes, 20-25 épisodes que j'ai d'alignés. C'est sûr que je vais probablement là, m'ajuster un petit peu au travers. Là. Il y a peut-être des choses que je vais me dire, ça serait pas pire de parler de ça. Il y a peut-être des fois, je vais parler d'un film, je vais parler d'un épisode aussi. Là, un peu comme que j'ai fait là, avec DC après un bout où j'ai commencé à combiner des affaires. Il y a des affaires, j'ai trouvé que c'était plus fun de parler à part. Mais c'est ça, il y a des affaires que j'ai pris à part, que j'ai vraiment analysées. Fait que ça va être comme ça pas mal, là, cette rétrospective-là. Fait que dans le fond, si maintenant vous embarquez là, dans le podcast pour la première fois, je vais vous diriger là, vers le site internet du podcast, premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens directs pour entendre ce que j'ai à dire sur chaque épisode là, totalement, là, au complet. Des 5 séries courantes. Là, Picard n'est plus courant là, car elle a terminé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Il y a des liens directs pour chaque épisode. C'est sûr que vous pouvez prendre un feed RSS là, ou aller sur Spotify ou n'importe quoi pour télécharger les épisodes. C'est juste que ça facilite beaucoup où ce que tout est regroupé, pas mélangé au travers là, de tout le feed là, où ce qu'on approche là, 500 épisodes pour le podcast. Fait que c'est vraiment pour vous faciliter la tâche et tout retrouver. Puis en même temps, vous pouvez trouver d'autres rétrospectives là, qui ont été faites au courant des années, comme les Star Wars, les Terminator, les X-Men, la franchise DC, comme que j'ai parlé, là, j'ai mentionné tantôt. Plein d'autres affaires dans le fond. Là. Fait que rendez-vous sur le site, là, vous allez tout trouver ça. Puis bien sûr, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Fait que comme j'ai mentionné tantôt, j'ai déjà parlé là, de l'épisode The Cage, qui était le premier pilote. Fait que je n'en reparlerai pas au podcast. Les producteurs de, je pense que c'était CBS à l'époque, ou Paramount, dans le fond, ils ont jugé que c'était pas tout à fait quelque chose là, qu'ils trouvaient là, de viable comme idée. Il y avait un petit peu de la misère à comprendre le concept d'un vaisseau qui se promène dans l'espace et qui rencontre d'autres espèces. Puis, à partir de là, il y avait quand même une couple de choses quand même de science-fiction. Là. C'est pas la première affaire qui arrive là, de science-fiction. On avait Forbidden Planet. On avait plusieurs affaires là, quand même là, qui vont avoir quand même un peu inspiré là, la série. On a, dans le fond, le créateur de la série, là, Gene Roddenberry, que lui, c'est un ancien policier, puis que lui, dans le fond, là, voulait apporter comme un peu un show philosophique, si on veut, à l'écran. Puis c'était comme un peu son véhicule pour pouvoir parler des idées. Et que, dans le fond, là, il a commencé à développer là, cette idée-là de Star Trek. Puis c'est ça, dans le fond, on est arrivé avec l'épisode de The Cage. The Cage qui a été refusé, mais c'est la première fois, dans le fond, que ça s'est vu là, dans l'histoire du cinéma américain, où on va avoir dit que, dans le fond, le concept est bon, mais c'est pas quelque chose qui peut être viable. Fait que retournez et faites un deuxième pilote, dans le fond. On vous donne une deuxième chance pour continuer, dans le fond, là, pour essayer de voir si on peut vraiment faire quelque chose avec cette idée-là. Fait que on a quand même gardé l'idée du pilote, dans le fond. Là, on a comme bâti un peu là-dessus.
Il y a des choses qui étaient construites, là, comme dans le fond la maquette là, de l'Enterprise, là, que comme je vous montre ici, si mettons vous la regardez en vidéo, là, fait que ce vaisseau-là était déjà construit. Et ben c'est ça, il y a toutes des affaires de même, là, il était adapté un petit peu, là, ils ont peut-être changé des petites affaires, mais en gros, on a continué avec ça. L'acteur principal, Jeffrey Hunter, dans le fond, il n'était pas vraiment intéressé à continuer être le capitaine. Fait que on a recherché quelqu'un d'autre. Dans le fond, on est tombé sur William Shatner. Que lui, il avait quand même une petite renommée, dans le fond. Là, il commençait à être. C'était quelqu'un, dans le fond, avec un certain bagage. Fait que, dans le fond, c'est un Canadien, là, qui, je pense qu'il est né à Montréal. Puis. Fait que c'est lui qu'on va avoir embauché pour succéder à Jeffrey Hunter. Puis c'est ça, dans le fond, on va avoir aussi réécrit un petit peu des personnages, comme le personnage là, de Spock, que lui était là plus dans l'épisode de Cage, n'était pas vraiment important. Puis on a le personnage là, qu'on va apprendre que son nom c'est Una, là, mais c'est plus Una là, dans Strange New Worlds, dans le fond. Là, on a ce personnage-là, là, le premier officier là, sur l'Enterprise. C'est un petit peu féministe peut-être là, à l'époque, là, où ce que, anti-féministe, où ce que on se disait que probablement que les gens de l'époque n'iraient pas avec l'idée que le premier officier sur l'Enterprise pourrait être une femme. Fait que il fallait un peu réimaginer un peu les choses. Fait que avec le personnage de Spock, on a essayé de comme un peu combiner les personnages. Où ce que le personnage là, de Number One, là, ou Una, si vous préférez, là, si vous faites référence à Strange New Worlds, que était plus sans émotion, était un petit peu plus froide. Puis dans le fond, c'est ça qu'on va avoir apporté à Spock. On va l'avoir un petit peu modifié pour dans le fond avancer là, dans le fond comme juste un peu ajusté dans le fond pour qu'il soit le numéro 1 sur le pont de l'Enterprise. Puis en tout cas, il y a plusieurs petits ajustements de même qu'on va avoir fait. Le docteur, il va avoir été remplacé là, par Paul Fix. On n'aura pas encore de Forrest Kelly, ça va aller là, un petit peu plus tard. Puis, tu sais, en tout cas, c'est ça, j'en parlerai pas bien gros aujourd'hui. Dans le fond, le personnage là, de Leonard McCoy, là, ça va être pas mal au prochain podcast, dans le fond, où je vais l'introduire proprement. Lui, je pense qu'il va apparaître à partir du 3e épisode, là, si je ne me trompe pas. Dans le fond, le 3e épisode en question, là, de Man Trap, ça va être le premier épisode qui va être publié. Ironiquement, que là, aujourd'hui, je parle du pilote, mais c'est pas le pilote qui va avoir passé en premier. Ça va être... non, dans le fond, le Man Trap est le 2e, puis c'est ça, on a Charlie X. Puis après ça, on va avoir finalement... publier le pilote qu'on va parler aujourd'hui. C'est quand même assez étrange comme manière, là, mais la raison pour ça, il y a vraiment une raison pourquoi on a décidé de apporter le pilote en 3e. C'est une question d'action pour pouvoir un peu vendre le show, dans le fond, là, à un auditoire. Il y a des choses qu'on va parler aujourd'hui. C'est sûr que j'aurais pu partir peut-être avec The Man Trap parce qu'en bout de ligne, il est en train de construire les plateaux quand il est en train de filmer Where No Man Has Gone Before. Puis on va avoir ajusté beaucoup d'affaires là, dans les premières semaines, dont les costumes, des affaires de même. Fait que quand on est arrivé à The Man Trap, on voit vraiment une différence là, de production. Mais c'est ça. En quelque part, j'ai choisi quand même de prendre officiellement là, le pilote pour parler aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on parlera un peu de ce qui s'est passé là, entre le pilote et le premier film. Mais c'est ça, à quelque part, c'est ça. On fait tout un petit peu les ajustements. C'est sûr que le pilote a été filmé aussi avec une idée que on lance une idée. Puis si mettons on a le OK pour vraiment développer cette série-là, on va avoir un petit peu plus de budget pour ajuster des choses, tout ça. Fait que
c'est sûr qu'il y avait quand même un peu l'avantage de déjà avoir quelque chose un peu d'établi, qu'est-ce qu'il pouvait faire, pouvait pas faire, tout ça, avec l'épisode de The Cage, puis, tu sais, quelque part, là, pour s'adapter. Comme je parlais de M. Roddenberry, ben c'est ça, tu sais, à quelque part, lui, il est apporté comme quelqu'un de sage ou quelque chose de même, peut-être, là, comme un philosophe. Peut-être pas toutes les idées vont coller. Sauf ce qu'on va apprendre, par contre, c'est que, tu sais, oui, le monsieur essaie de mettre tout le monde au même pied, tu sais, que tout le monde est égal, mais en même temps, ben, tu sais, on voit que peut-être que les femmes sont un petit peu utilisées là, comme objet. Tu sais, on ne voudra pas garder trop de femmes comme actrices. À toutes les semaines. Dans le fond, on va quand même un peu avoir une rotation là-dessus. Sauf que, tu sais, il y a des actrices qui vont être quand même placées à chaque... qui vont être quand même... qui vont revenir, dont une qui va finalement marier M. Roddenberry en question. Mais c'est ça, en tant que tel, il y a toutes des idées de même, sauf que, tu sais, ça va être quand même un peu progressiste, parce que quand, dans le fond, on va y pointer un peu le fait que, tu sais, les femmes vont se promener là, pas mal, un petit peu plus dévoilées que les hommes, ben, tu sais, à quelque part, il va quand même s'ajuster au courant de la série, tout ça, pour quand même un peu, là, parce que ça se voit quand même ce qui est le fun là-dedans, pour ce personnage-là, que oui, il y a ses torts, puis il y a des choses que je vais parler au courant là, de toute la rétrospective, que comment il est devenu, qui était vraiment attaché à son univers, puis qui voulait vraiment que son univers fonctionne de sa manière. Mais c'est quelqu'un qui peut apprendre aussi. C'est pas quelqu'un non plus là, qui est fermé. Même s'il y a des choses qui vont avoir été faites parce que justement, il veut tellement avoir le contrôle que ça va aller à l'encontre un peu de tout ça. Pourquoi qu'on va être un petit peu coincé là, avec des années où ce que dans le fond, il y a un bout tout ce qu'on va juste tasser là, M. Roddenberry du projet. Il va avoir le droit de regard sur des projets, mais en bout de ligne, il va juste plus mettre des bâtons dans les roues. Lui, dans le fond, c'est le créateur de la franchise. Il va avoir eu des idées. C'est comme un producteur, dans le fond, mais il y a beaucoup d'écrivains qui va avoir écrit pour lui. Là. Il y a un écrivain, là, réalisateur dans la première saison, là, Gene L. Coon, qui va être probablement, pas mal les meilleurs épisodes là, vont être de lui et J.C. Fontana, si je ne me trompe pas. Je vois juste là, de mémoire, là, je ne les ai pas dans mes notes, là, fait que je pense que c'est eux autres là, les meilleurs écrivains. Fait que si vous écoutez la série et vous voyez ces écrivains-là ou réalisateurs, vous pouvez pas mal être pas certain, là, mais vous pouvez pas mal être à une bonne un pourcentage élevé que vous allez tomber sur un bon épisode. Ces écrivains-là vont avoir quitté là, vers la 3e saison pour une question là, où J.D. Roddenberry, des fois, repasse des notes dessus. Juste des fois, juste pour réécrire, juste pour dire quelque chose, des fois, juste pour faire des notes, puis qui va tomber là, vraiment là, sur les nerfs là, des écrivains. C'est sûr que c'est un univers où on essaie d'aller avec... c'est un univers un univers futur où l'homme va avoir évolué. Puis avec tout ça, ben, c'est toujours un petit peu plus compliqué là, d'écrire. Comme que si l'humain évolue un petit peu plus là, pour oublier là, ses problèmes entre eux autres et se retourne vers les étoiles pour voir qu'est-ce qu'il y a à explorer, ça donne un petit peu plus de complications aux écrivains pour essayer de trouver des conflits à l'interne. C'est quelque chose là, que Roddenberry ne voulait pas. Puis c'est ça, dans le fond, là, je vais en parler là, pas mal là, au travers là, de. Puis ça va être ça là, jusqu'à son décès, là, le temps là, qu'on arrive au film de Star Trek 6 là, dans plusieurs mois, là, peut-être plusieurs années là, quand je vais en parler. Là. Mais c'est ça, fait que c'est quelqu'un avec vraiment là, une idée en tête. Puis c'est la science-fiction dans le fond, où on apporte des idées, mais avec des métaphores.
Alors, selon IMDb, le synopsis de l'épisode va comme suit. L'enregistrement du vol du USS Valiant, un vaisseau spatial de 200 ans, relie un message de terreur, soit un orage magnétique, à l'autre bout de la galaxie. L'équipage de l'Enterprise doit enquêter. Fait qu'aujourd'hui, c'est un épisode assez standard. Il y a beaucoup de clichés qui vont être apportés là, plus tard là, dans la série. Dans le fond, le métier, on va créer les bases de la série, dans le fond, avec ça, je veux dire, dans le fond, comme point de départ. C'est sûr qu'on essaie de miser tout, c'est ça en bout de ligne, le but de l'épisode, là, essayer de convaincre les gens, avoir un peu une touche de tout dans l'épisode. On va avoir des bagarres, des voyages spatials, on va se promener de planète en planète. On va essayer de démontrer ça. En fait, peut-être, en guillemets, là, de montrer aussi qu'on va passer un peu des idées au lieu de juste comme avoir un vaisseau ou une idée, puis que dans le fond, on part avec juste le côté combat. On va passer avec l'idée là, un personnage qui devient un dieu, mais qu'est-ce que ça fait, tout ce que ça peut apporter quand c'est un ami, que tout d'un coup, il y a un genre là, de pouvoir qui arrive de nulle part, puis comment que ça peut le corrompre. Fait que c'est un peu ça là, qu'on va démontrer aujourd'hui. Faut remarquer quand même que les personnages principaux, oui, on a le Captain Kirk, c'est lui qu'on veut mettre quand même en valeur, mais il est pas nécessairement très présent là, pour une bonne partie de l'épisode. Il est là. C'est lui qui quand même qui nous guide, c'est lui notre héros de l'histoire, mais on va quand même laisser beaucoup de place à l'invité de la semaine, dans le fond, là, Gary Lockwood, ou le personnage là, de Mitchell, pour aussi établir là, son personnage. Puis c'est ça, tu sais, comme un peu nous faire penser, dans le fond, là, un peu comme moralité. Que avoir le pouvoir absolu, comment que ça pourrait juste partir là, dans une dérape. Puis c'est ça un peu que je pense que cet épisode-là veut démontrer. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, moi, je sais pas si je l'ai vu quand j'étais jeune. Honnêtement, là, j'ai vu beaucoup d'épisodes là, quand j'étais jeune, mais il y a peut-être une quinzaine d'années de ça. Dans le fond, là, je me suis vraiment tapé chaque épisode là, de un à un. J'en parle souvent. Là, dans le fond, là, si vous suivez ce que j'ai à dire sur Star Trek. Mais je prends pas en compte que vous écoutez qu'est-ce que je dis sur Star Trek avec la rétrospective aujourd'hui. Là, dans le fond, là, je suppose que dans le fond, que vous me suivez sur le podcast, puis que dans le fond, là, vous prenez ça comme du neuf, là, tout simplement. Mais c'est ça, il y a à peu près une quinzaine d'années, là, je me suis retapé tout. Dans le fond, je connaissais un petit peu beaucoup. J'avais vu tous les films là, jusqu'à cette étape-là. J'avais vu pas mal tout The Next Generation. J'avais vu quelques épisodes là, de Deep Space Nine, quelques épisodes là, de Voyager. Genre moins de 10 là, pour Deep Space Nine, Voyager. Et même Enterprise. Puis je dirais peut-être la moitié là, de la série originale. Et évidemment, je m'étais arrangé là, en torrent à l'époque, je pense que je peux dire ça maintenant. Là, puis je veux dire, j'étais allé me chercher tout. À l'époque, il n'y avait rien de disponible dans le fond. Non, c'est pas vrai, dans le fond, je m'étais quand même procuré là, tous les coffrets là, pour The Next Generation, mais j'étais pauvre à l'époque, là, je n'avais pas les moyens. Là. Fait que je m'étais procuré absolument tout. Puis éventuellement, je me suis procuré là, le box set en DVD, puis après ça, j'ai upgradé au Blu-ray. Et finalement, c'est ça. Mais dans le fond, je me suis tout tapé, dans le fond. Là. C'était quelque chose là, qui était dû. Et que finalement, c'est ça. Je me suis arrivé, puis il me manquait plus rien, dans le fond. À part la série animée, que finalement, quand ils ont sorti le coffret là, il y a quelques années, là, je l'ai écouté. Mais c'est ça. Fait que c'est mon point de départ. Là, cet épisode-là, je l'ai vu quand même quelques fois.
Ce qu'il faut noter, ce qui est important aussi avec la série, si maintenant vous l'écoutez, là, je pense que c'est sur Amazon Prime, je pense que vous l'écoutez là, au Paramount Plus. Ben, tu sais, vous avez l'Enterprise, là, je vous montre une miniature, là, c'est une de mes premières vaisseaux que j'ai acheté là, dans toutes mes collections. Là. Ben, il y a plusieurs versions, là, je vous dis ça de même. Il y a la version HD que là, vous pouvez voir, il y a des versions pas HD et tout ça, puis il y a le petit radar, tout ça. En tout cas, ça des petites choses qui changent, là, mais ça, c'est essentiellement là, la version que vous pouvez ben, que vous allez voir à l'écran. Si vous écoutez la version sur les streamings, eux autres vont avoir mis tous les effets spéciaux à jour. Différence que quand vous l'écoutez là, en disque, ben, vous avez le choix là, pour pouvoir alterner avec les vieux effets que vous n'allez pas avoir. Ben, je l'ai, mais je ne l'ai juste pas je l'ai pas amené à côté de moi. Là. Mais c'est essentiellement la même chose, mais il y a moins de. On s'entend que ça a été fait là, à la main. Dans les années 60. Il y a quand même beaucoup de travail. Moi, dans le fond, j'ai écouté l'épisode 2 fois pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que j'ai écouté chaque version, dans le fond, pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Mais je déteste pas du tout écouter là, la version des 60. Honnêtement, je pense que ça me distrait plus. J'étais un peu plus moins en train d'écouter quand je vois là, les nouveaux effets. Parce que c'est des effets de quelque chose comme 2006, là, quelque chose de même. Là. C'est un CGI qui marche, mais qui marchait quand même peut-être pour l'époque, mais qui est pas peaufiné. Là. On aurait juste un petit budget, là, pour le même budget qu'on a dû utiliser. Ben, on aurait quelque chose là, de astronomiquement meilleur aujourd'hui. Là. Fait que c'est l'équivalent, dans le fond, en 66, mettons, mais c'est ça, tu sais. La première fois que je l'ai écouté avec mon garçon William, puis lui, il a préféré écouter la version originale, vraiment avec les maquettes pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis c'est quand même pas pire. Je veux dire, tu sais, oui, ils vont réutiliser beaucoup des plans pour plus tard dans la série. Tu sais, ils vont couper les coins un peu, là, puis question de budget. Mais c'est quand même. C'est plus le fun d'écouter de même. Parce que là, quand on voit l'esthétique dans le show, ben, ça va avec. Là, ça clash un peu de génération. Parce que là, il y a comme 30 ans tout d'un coup qu'on gagne. 30 puis même 40 ans, dans le fond, en fait, là, de technologie qu'on met par-dessus. L'affaire pour conclure un peu là-dessus, je trouve quand même que c'est fait respectueusement. Contrairement, mettons, bon, ok, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui va parler contre ce que George Lucas a fait à sa trilogie là, de Star Wars, sauf que, à quelque part, ben, lui, il a rajouté un peu, puis il peut se le permettre, c'est le créateur, tout ça, il a le droit de faire ce qu'il veut avec son affaire, tout ça, il a vraiment le droit de faire ça, là, ça, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Sauf que c'est ça, c'est pas exactement la même équipe qui joue, qui vont faire là, les effets spéciaux pour la version de 40 ans plus tard. Fait qu'en même temps, ben c'est ça, c'est ça que intellectuellement ça appartient là, à la même compagnie, mais c'est ça, c'est pas la même équipe, puis ils vont quand même faire tout ce qui est ce qui se tient. On va reproduire, mais juste en CGI, dans le fond, qu'est-ce qui était à l'écran. Là. Des fois, on va ajuster. Là, on va utiliser quand même le GBS, mais pour la globalité, c'est la même chose, pareil, mais c'est juste plus clair, plus net, mieux réussi, tout à fait. Là. Fait que, peu importe la version que vous regardez, là, vous n'allez pas vraiment perdre quelque chose, là, peu importe là, dans le sens. Fait que, l'épisode commence, on a nos deux personnages principaux. Comme j'ai dit, il y a le personnage de Bones qui va rajouter un peu plus tard, là, le Dr. McCoy, là, mais ça, on n'en parlera pas dans l'épisode d'aujourd'hui. On a le personnage de Kirk et de Spock qui sont en train de jouer aux échecs. Dans le fond, Kirk est basé là, sur un personnage là, d'une autre série, là, dans le fond, là, Horatio Hornblower. En tout cas, il était pas mal moulé comme personnage là, à partir de lui. C'est pas que j'en ai parlé tantôt. Dans le fond, on va un peu mettre l'emphase là, sur le côté là, qui est vulcain, qu'il n'est pas 100% humain. Ben, il va nommer là, dans cette section-là, où ce qui va dire qu'il y a un de ses ancêtres là, qui était un humain, ben,
ça va être un petit peu réécrit là, au courant de la série que c'est sa mère, dans le fond, là, son ancêtre, là, mais c'est ça, ça fait partie là, des ajustements qu'on va vouloir faire. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est un peu la dynamique. On va mettre beaucoup l'emphase là, sur le personnage de Kirk. On va arriver avec un petit peu avec Spock aussi, que c'est. Il est intelligent, mais on va forcer le côté qui est très logique. Ça va arriver avec plusieurs places, là, où, que dans le fond, à cause que lui il utilise juste la logique, mais qui va perdre la partie d'échec parce que Kirk va avoir plus trouvé une manière quand même là, de passer au travers, d'avoir, même si c'est pas logique, ben, il va avoir utilisé une stratégie pour pouvoir vaincre Spock. Fait que juste dans le fond, un petit peu là, pour montrer notre héros, dans le fond, là, que lui, compte, même si on peut passer à quelque chose, il peut réussir à sortir là, de n'importe quelle situation. L'Enterprise est en chemin. Dans le fond, ils ont eu un massage là, dans le fond, une sonde ou une boîte noire, dans le fond, là, du USS Valiant, il y a 200 ans, dans le fond, là, qui a été détruit, mais on va retrouver la sonde. Puis, dans le fond, ben, c'est ça, il va avoir été téléporté à bord et que, dans le fond, on va commencer à garder, là, déchiffrer, là, c'est quoi qui a été là, dans je vais l'appeler la boîte noire, là. Fait que, ça, c'est dans le fond, là, c'est notre teaser au début. On va sauter au générique. La musique jouée par Alexander Courage, que, dans le fond, là, qui est un compositeur de l'époque, qui quand même qui a composé, là, je ne me rappelle pas dans quoi, là, je l'ai croisé, là, il y a, je ne me rappelle pas dans quel, je pense que je l'ai croisé dans un film, là, il n'y a pas trop longtemps de ça, il a quand même composé là, beaucoup plus tard, là, mais je veux parler de la musique en tant que telle, là, le thème de Star Trek, les 7-8 notes, là, où ce que, dans le fond, la manière que c'est fait, ou ce que quelque chose qui va être rapporté là, souvent là, dans toutes les séries qui vont suivre. Dans Next Generation, on va pas mal copier, là, juste mettre à jour là, une vingtaine d'années plus tard. Strange New Worlds va l'avoir rapporté. On va avoir. Voyager, ça va ressembler un petit peu à ça, pareil, même si on n'aura pas là, on parlera pas par-dessus, là, dans le fond. Là, mais de voir l'Enterprise qui se promène, tout ça. Puis en introduisant là, les acteurs qui vont jouer. Le générique va être, dans le fond, pour la première saison, je crois que c'est juste William Shatner et Leonard Nimoy. Puis à partir de la deuxième, ben, on va rajouter là, DeForest Kelly. Mais c'est ça, dans le fond, là, c'est là où ce qu'on va établir, là, vraiment, là, comme le côté là, avec l'espace, la dernière frontière, les voyages de l'Enterprise, puis dans le fond, des choses qui vont changer au courant des années, ou ce qui va dire Where no man has gone before, ben, dans la nouvelle génération, ben, ça va être Where no one has gone before. On va avoir changé ça un petit peu pour inclure tout le monde, mais on y va un petit peu avec la mentalité de l'époque. C'est l'homme où ce qui s'est rendu, mais c'est ça. C'est juste un petit peu des détails qui montent un peu là, avec l'époque. Fait qu'on retourne à l'épisode. Nos personnages là, sont dans l'ascenseur pour monter sur le pont et pouvoir, dans le fond, analyser là, la boîte noire. C'est là qu'on est introduit au personnage là, de Kelso, qui est un des navigateurs, et de Mitchell, qui est l'autre navigateur, ou le navigateur principal. Gary Mitchell, joué par Gary Lockwood. Je ne sais pas si on est. En tout cas, je ne sais pas si on a gardé juste son prénom, là, juste par facilité. Mais Mitchell, lui, c'est ça. Lui, l'acteur, il va avoir joué, là, après avoir fini là, le pilote, dans le fond, il va avoir joué là, dans 2001 de l'Odyssée de l'espace. Puis ça, dans le fond, on va en reparler au prochain podcast, quand on va parler là, du film, le film de 1979. Mais c'est ça, dans le fond, c'était comme son billet là, pour aller jouer là, dans 2001, l'Odyssée de l'espace réalisé par Stanley Kubrick. On se ramasse sur le pont, c'est là où on peut voir qu'est-ce que le pont va être. Le pont va rester sensiblement pareil là, qu'on l'avait utilisé là, dans The Cage, mais
Dans le fond, là, ces structures-là, ben, même si c'est pas très très là, efficace, là, je me rappelle pas où ce que j'ai eu, j'ai pas réussi à retrouver ma source, mais c'est quelque chose là, qui avait été, même, pas nécessairement la manière que c'est monté, parce que il y a comme des escaliers, puis il y a des rampes, tout ça, c'est sûr que c'est très, c'est pas, je veux dire, le monde peut trébucher des fois à cause de la chaise du capitaine, des affaires de même. Mais juste plus la géographie, regarder par en haut, c'est. Je sais pas c'est où ce que j'ai lu ça. Fait que, tu sais, peut-être que je me trompe, mais j'ai lu ça il y a vraiment plusieurs années. C'est une affaire qui avait été quand même utilisée après ça, dans le fond, pour. Je sais pas quel genre de navire ou je sais pas exactement où, là, dans l'armée ou quelque chose de même. Ils ont vu ce concept-là et ils sont partis. Là, ils se sont dit ben, c'est une belle manière de monter ça avec tout le monde alentour pour que le capitaine puisse se retourner de bord puis regarder n'importe qui là, pour poser des questions. Le navigateur en avant, puis tout ça. Juste en fait de géographie, c'est sûr qu'il y a probablement là, le côté là, de descendre, tout ça, là, qui est un petit peu dangereux pour s'enfarger, mais quelque chose qui a influencer un peu les choses. Il y a beaucoup de choses au travers là, des années là, que Star Trek va avoir influencé dans leur manière d'apporter les choses. C'est sûr que, tu sais, bon, c'est-tu vraiment par Star Trek ou c'est, je veux dire, c'est comme un peu une coïncidence, c'est juste une logique. Science-fiction aussi, en général aussi, est beaucoup, tu sais, je veux dire, va influencer beaucoup là, des philosophies, des pensées, des affaires aussi. Là. Fait que, tu sais, commencer à pointer nécessairement à dire Star Trek, bon, tu sais, c'est oui, mais en même temps, ben, c'est comme peut-être un peu. Ça l'a influencé beaucoup. Il y a beaucoup de personnes à cette époque-là aussi qui vont avoir été influencées aussi pour des choix de carrière, de devenir des astronautes ou peu importe, là, selon certains personnages, devenir docteur, devenir à cause de McCoy. Ce qu'on va voir tout de suite là, avec quand même l'équipage sur le pont, on n'a pas dans le fond, là, tout le monde est blanc là, sur le pont. Chose qui va changer, là, je pense, tout de suite à partir du deuxième épisode. Le navigateur Sulu qu'on va voir dans cet épisode-ci, là, mais il va juste être un physicien normal en tant que tel. Là, il va parler un peu là, c'est un docteur, puis il va parler un peu là, de la mentalité là, de Mitchell un peu plus tard. Mais c'est ça, quelque part, lui, il va devenir le pilote de l'Enterprise. Puis, tu sais, c'est pour montrer aussi, tu sais, on est dans les années 60, on n'est pas trop longtemps quand même après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, on est 20 ans après, mais on avait le Japon là-dedans. Puis, tu sais, dans le fond, que c'était pas mal ça qui a comme continué un peu la guerre, là. En tout cas, vous voyez Oppenheimer. Mais c'est ça, à quelque part, ben, c'est tout ça un peu là, que quand on est rendu là, quelque chose comme une vingtaine d'années plus tard, où on a des gens qui s'unissent pour une cause. Plus tard, on va avoir un Russe dans la deuxième saison qui va se rajouter sur l'équipage en tant que régulier. Puis on va avoir aussi le personnage de Aura qui est de race noire, puis qui va se rajouter. Puis qui va faire le premier baiser interracial à l'écran, dans le fond. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui vont être apportées dans la série au courant là, des années, puis que, dans le fond, qui va avoir marqué quand même des époques, puis qui va avoir, tu sais, anéanti des tabous des affaires de même. Là. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, là. C'est sûr que là, tu sais, on est au premier épisode. Je vous parle un petit peu sur une dérape, mais en même temps, ben, tu sais, c'est des idées là, qui vont avoir été évoluées, là. Parce que, en bout de ligne, je fais le sommaire avec un épisode aujourd'hui, là, que même si je pense parler quand même là, de peut-être un ou deux autres épisodes là, plus tard. Mais c'est ça, quelque part. C'est des choses que je remarque aussi là, qu'avec l'épisode 1, qu'il y a des choses qui n'étaient pas peaufinées.
Comme aussi les uniformes, où ce que on n'avait pas encore établi là, les rangs, où ce que dans le fond, pas mal, il y en a qui sont habillés en bleu, il y en a qui sont habillés en jaune. Puis, tu sais, des affaires de même un peu, là, que tout n'est pas vraiment établi. Bon, on peut comprendre que la science sont toutes habillées en bleu, mais c'est ça, tu sais, on n'a pas de gilet rouge là, à cet épisode-là, ce qui est vraiment reconnu pour Star Trek, là, avec les gilets rouges qui sont les premiers à se faire descendre s'il y a quelque chose. On a des gilets là, comme genre beige, doré, brun, là, que dans le fond, oui, nos personnages là, qui vont mourir aujourd'hui, qui est le personnage là, de Lockwood et de Kelso, ben, eux autres, c'est ces gilets-là, là, brun pâle, puis bien sûr aussi le docteur Danner. Euh, mais c'est ça, fait que on va déchiffrer là, la boîte noire, puis on va savoir là, que l'équipage a rencontré un genre de nuage là, dans l'espace, puis que finalement, ben, l'équipage s'est auto-tué. Puis, tu sais, dans le fond, ils vont parler là, du sensory perception. Là. Dans le fond, des gens qui ont un petit peu là, de vision d'avenir, un peu, puis qui sont sensibles à ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, ça va devenir un petit peu la discussion sur le pont entre les personnages. Euh, Puis, éventuellement, ben, ils vont partir de là. Ils vont savoir que, dans le fond, le USS Valiant, il s'est auto-détruit, dans le fond, là, il y a 200 ans de ça. Parce qu'il y a genre une personne qui est restée à bord, puis tout ça. Puis, en tout cas, dans le fond, le chaos a régné là, pas mal sur le vaisseau. Ça, dans le fond, ça nous amène là, vers les 2100 à peu près, là, à peu près dans 100 ans, dans le fond. Là, en tout cas, on va avoir écrit un peu tout, là, le premier voyage spatial de tout ça, là, au courant des années, là, avec la série Enterprise, des affaires de même, là, mais à l'époque, là, il faut prendre ça comme bon, ben, 200 ans avant. On ne sait pas exactement on est quand aussi. On peut peut-être être en année 3000 ou quelque chose de même. On ne sait pas à l'époque. Il n'y a rien de vraiment établi. Fait que c'est ça, ils vont croiser là, le nuage en question. Pourquoi est-ce qu'ils rentrent dedans, rendus là? Ils ont juste un petit peu à naviguer un peu en haut, en bas, tout ça, mais ils vont décider de rentrer dedans. Puis finalement, ben, le nuage va faire comme des genres de court-circuit là, dans l'Enterprise. Puis finalement, ben, il va y avoir 9 personnes qui vont décéder. Puis il va y avoir 2 personnes qui vont être comme frappées, comme par un genre de foudre interne. Et puis c'est ça, dans le fond, ça va être les 2 survivants. Mais tu sais, il y a 11 personnes qui, juste pour une affaire qui aurait pu juste comme un peu naviguer à côté, ben tu sais, ces choses-là ne seraient pas arrivées. Bon, on n'aura jamais l'explication c'est quoi ce nuage-là. Tu sais, à quelque part, je me dis, on va sûrement. La manière qu'on est aujourd'hui, là, si mettons on continue là, dans Stranger Worlds, même si c'est avant, est-ce qu'ils vont, je sais pas, croiser, faire un voyage dans le temps pour croiser le nuage en question, juste pour faire un lien, tout ça. En tout cas, ça, je sais pas. On verra bien au spin-off quand on va décider de continuer là, l'histoire avec Kirk. Ça, je serais vraiment pas surpris là, qu'éventuellement on ait des réponses. Mais c'est ça. Éventuellement, ben, c'est ça. Gary est comme pas possédé, rendu là, mais on a comme le fait qu'il soit foudroyé. Ben, je dis foudroyé, là, mais ça fait comme développer là, son côté là, de ESP, là, dans le fond, qu'on parlait tantôt. Ses yeux argentés, dans le fond, c'était la grosse question que je me posais, là, puis il fallait comme j'ai un peu une réponse de ça. Comment ils ont fait ses yeux? Dans le fond, ils ont mis un verre de contact, ils ont mis une petite mince feuille d'aluminium, puis ils ont mis un autre verre de contact par-dessus pour pas trop irriter son œil. Si on regarde bien ses yeux un peu, ils sont quand même assez rougeâtres aussi. Là. C'est le genre d'affaires que j'aurais pas aimé ça. Je pense qu'on aurait dit, bon, oublie ça, là, ton rôle, là, moi, me scraper les yeux, là, je pense pas que ça me tente. Mais on l'a fait en 1966. On a mis vraiment là, une lentille de contact, une feuille d'aluminium et une feuille encore là, de lentille de contact. Là. En tout cas,
j'appellerais pas ça très très sécuritaire là, dans mon cas, mais quelque part, là, il faut croire là, que ça n'a pas empêché. Il n'y a personne là, qui a perdu la vue à la suite de ça. Mais c'est ça, fait que le personnage là, de Mitchell, lui, il est rendu, là, il est capable de lire, il est capable là, on voit qu'il est en train là, de comme se métamorphoser en quelque chose là, de puissant, un genre de demi-dieu, quelque chose de même. Euh, on peut comprendre là, assez rapidement aussi que c'est un ami là, de Kirk, que dans le fond, ils se connaissent là, depuis plusieurs années. Mais c'est ça, c'est quand même assez un peu étrange où ce que on peut où ce que dans le fond il va lui dire bon tu sais c'est beau ça va bien tout ça mais tu sais oublie pas là sois sage avec moi tu sais c'est comme c'est louche à quelque part il y a quelque chose là, qui se passe avec ce personnage là. Puis on pourrait arriver et dire qu'il a de l'air arrogant, dans le fond, parce qu'il regarde de haut, mais c'est vraiment à cause des lentilles de contact. Pour qu'il puisse voir quelque chose, il fallait vraiment qu'il se lève comme la tête pour pouvoir voir la manière que la lentille était placée là, sous son œil. Là. En même temps, ça faisait deux... c'était comme un bien pour un mal, dans le fond, là, le fait qu'il ne voyait pas, mais c'est ça. Le côté arrogant, ben, c'est ça, c'est à cause des lentilles. Parce que si je me trompe pas, dans le fond, là, quand le docteur demeure plus loin, elle, quand elle devient avec les yeux argentés, ben, elle n'a pas ce problème-là. Dans le fond, ils sont mieux placés sur ses yeux. Mais c'est ça, à quelque part, ben, c'est ce qu'on va, par déduction, ce que Spock va arriver, puis il va comprendre assez rapidement, en utilisant là, la logique, puis on va en faire une table ronde là-dessus que par le côté. C'est sûr que le docteur Demer va essayer là, de défendre Mitchell. Elle est comme un peu tombée sous son charme. On a eu comme l'introduction de elle. Je sais pas si je peux dire ça de même, là, mais on a comme un peu l'introduction là, de la dame de la semaine. Des fois, j'ai mon podcast spin-off qui va débuter là, le mois prochain, où on va parler du Freak of the Week. Mais on a comme la dame de la semaine. Là. C'est ça un peu là, dans Star Trek qu'on a. Comme le vilain de la semaine, mais aussi ou l'espèce de la semaine. Puis là, on a la dame de la semaine qui est le docteur Damer. C'est sûr que, bon, un peu plus ça va avancer, là, les femmes vont être beaucoup dévêtues là, plus tard. Elle, l'actrice, elle va... Madame Kelly, que j'ai nommé tantôt, là. C'est ça, ce qui est plate là-dedans, là, c'est que, je veux dire, dans le fond, c'est son seul c'est son seul rôle là, pour Star Trek. Mais c'est ça, elle est quand même. Je me suis trompé là, quelque part, là, Sally Kellerman, j'ai dit Madame Kelly, donc lui, quand même une suite, là, mais c'est ça, c'est juste que c'est plate que ces personnages-là viennent de nulle part. Puis c'est ça, mais c'est sûr que là, on est le pilote. Mais, on a un autre aussi, un autre dame là, qui est introduit, là, le Yeoman Smith, que dans le fond est juste là pour être là sur le pont. Elle a l'air d'être comme la conjointe de. Parce que genre, elle tient la main à Mitchell. Puis, il a l'air d'avoir quelque chose entre les deux, mais elle fait juste comme disparaître. Elle est là pour zioter, là, en se disant les vraies choses, tant qu'à moi. Là, elle est là pour ça, tout simplement parce qu'elle sert absolument rien à l'histoire. Mais c'est ça, je veux dire, Star Trek, c'est ça. Il essaie d'être progressiste, mais des fois, ben c'est ça. Je veux dire, il y a quand même, ils savent qu'est-ce que les gens vont regarder pareil, je pense. Là, mais c'est ça. À quelque part, c'est fait de même. Alors, en toute évidence, Spock va comme arriver là, avec la déduction que c'est pendant qu'ils ont le temps de le faire, pendant qu'ils peuvent le faire, c'est peut-être il va falloir trouver une manière là, d'éliminer là, Mitchell.
parce qu'éventuellement, il va devenir trop puissant. Oui, il est capable de lire vite. Il apprend un peu là, de la télékinésie, où il peut commencer à bouger des affaires. On le voit en train de bouger un verre. Puis, dans le fond, il y a un peu plus tôt où il était capable de rentrer là, dans la tête de Kelso, parce que lui, il est en train là, d'essayer de trouver. Parce que l'Enterprise, il est hors fonction. Il est plus capable de. Avec toute l'attaque qu'il y a eu, il est en réparation, il manque des morceaux, puis voyons, Mitchell, lui, il peut rentrer dans sa tête, voir les images qu'il a vues, puis que, dans le fond, il a vu comme quelque chose que il pensait que c'était banal, mais il a dit, dans le fond, cette affaire-là, si maintenant tu essaies de repartir le Warp Drive, le vaisseau va exploser. Puis c'est juste en voyant là, au travers là, de son esprit ou de ses idées là, qu'il avait encore en tête. Fait que ça fait quelqu'un d'assez puissant pour voir ça, puis avoir le contrôle de tout rendu là. Puis c'est juste un début, parce que plus tard, il n'est pas sur quelque part, il peut faire bouger des choses, puis même il va pouvoir faire apparaître des choses là, à la toute fin de l'épisode. Il se ramasse sur la planète Delta Vega, où il y a comme une installation, une genre de base, ou je sais pas trop, une mine, où il va y avoir là, des matériaux là, pour pouvoir réparer l'Enterprise, mais ce qu'on va suggérer, c'est qu'on va laisser Gary Mitchell à cet endroit-là en passant, dans le fond, là, tristement, on va le laisser là pour mourir, quelque chose de même, on va juste partir. Dans le fond, cette base-là ou cette mine-là a été laissée là, mais il y a quelqu'un d'autre qui va éventuellement se pointer ou quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est juste un petit peu une manière de trouver temporaire peut-être là, de quoi faire, mais je veux dire, tu peux pas laisser quelqu'un là. C'est ça un peu le côté de la morale, un peu le côté le moral de quoi faire à quelque part. C'est quoi tu fais? Tu arrives-tu juste à côté puis tu l'exécutes? Tu peux-tu faire ça? Il n'a rien fait encore, je veux dire, il est juste victime de quelque chose, c'est pas de sa faute, là, il n'a pas choisi ça, là. Fait que, même si on avait montré là, que j'ai pas tout à fait compris le sens de qu'est-ce qu'ils veulent dire, ou quand il était sur les bancs d'école avec Kirk, il y avait une fille qui a été poussée vers Kirk. J'ai pas tout à fait compris parce que ça avait l'air d'être plus dramatique, quelque chose de même, que soit il l'a tiré ou quelque chose de même, mais c'était pas très très évident. Fait que je peux peut-être comprendre qu'il y avait quelque chose de mal, mais pas mal. En tout cas, c'est très mal démontré là, un peu là, dans l'épisode. Fait que c'est ça, il va être envoyé dans une cellule carrément là, à cet endroit-là. Il va être amené de force sur la planète parce qu'à bout de ligne, là, on veut le débarquer là, de l'Enterprise. Mais éventuellement, il va être capable de se sortir de là. Il va avoir tué là, l'officier Kelso. Je me demandais quand même, juste pour le fun, est-ce qu'on va avoir un genre de clin d'œil à l'officier Kelso là, dans Strange New Worlds? Ça, je trouverais ça le fun comme idée. Là. Peut-être que c'est passé aussi, puis je ne l'ai pas remarqué à l'époque. Mais je pense que probablement là, qu'on aurait fait je veux dire, j'aurais lu ça sur les réseaux sociaux en masse là, si mettons on aurait eu, je pense que c'est Lee Kelso là. En tout cas, pour l'instant on l'a pas fait, mais je serais pas surpris que vers la fin qu'on ait peut-être comme équipage Gary Mitchell et Kelso à la barre là, de l'Enterprise, mais je pense pas que c'est nécessaire. Je veux dire, je vais pouvoir éventuellement, je pense, tomber là, de Strange Worlds à le pilote là, de Star Trek là, sans problème. Mais c'est ça. Fait que éventuellement, Mitchell va réussir à s'évader. Et Kirk va être envoyé, là, il va partir à sa poursuite. Il va avoir un phaser qu'on appelle. Là. C'est pas un fusil. C'est juste un arme dans le fond. Puis tu sais, ça va être la seule fois qu'on va voir la grande version de cette arme-là. Next Generation vont refaire un genre
de manière, là, un genre de carabine. Là. Ils vont faire ça là, pour cet équipage-là, mais dans les 3 années là, de Star Trek original, ben, il n'y aura jamais là, ce fusil-là ne va jamais réapparaître. Ce qu'il faut comprendre que c'est pas un blaster, c'est la manière que Phaser marche, là, c'est, je veux dire, tu pèses dessus, puis c'est comme un peu une flashlight, dans le fond. Il n'y a pas d'impact. Ça veut juste comme sortir un certain rayon, mais il n'y a pas de coup qui est donné. Ce qui change là, de la plupart là, de toutes les armes là, de futur qu'on voit là, dans toutes les séries science-fiction. Là. Je sais que j'ai déjà lu aussi que les jeunes, des fois, ils ont un petit peu de misère à comprendre comment que ça fonctionne parce qu'ils sont. Les acteurs, ils savent pas d'où quoi faire avec ça. Fait que quand ils tirent, des fois, ils ont l'idée là, du ricochet et des affaires de même. Puis des fois, il faut qu'ils apprennent à utiliser là, le phaser. Là, mais c'est ça. Je veux dire, c'est une question technique, là, mais c'est un choix qu'ils ont décidé de faire. Fait que, finalement, c'est ça. Là-dedans, au travers de tout ça, dans son évasion, ben, le docteur Demeure avait, finalement, là, c'était juste un peu plus long pour elle, sa transformation. Je sais pas si c'est une question ou que c'est une fille, tout ça, puis on s'est dit, bon, ben, puisque c'est une fille, c'est un petit peu plus long. En tout cas, on n'a pas trouvé vraiment là, de raison là, pour dire que pourquoi que c'est plus long pour Demer, pour qu'elle elle se transforme. Mais c'est ça, j'ai dit Demer, mais c'est Denner. mais éventuellement, Kirk arrive. Puis lui, dans le fond, il essaie là, puisqu'elle est un peu en transition, c'est ça un petit peu qui va sauver Kirk. Elle va être capable un peu là, on avait vu un peu plus tôt ce que Mitchell, lui, avait essayé là, de sortir là, de sa prison, là, où qui était gardé. Là. Et que, dans le fond, une fois qu'il était affaibli, ben, il redevenait pas mal un humain là, pour quelques. Ben, il n'y avait plus de pouvoir là, pour quelques secondes. Puis plus ça allait, là, c'est fait hors caméra, même Spock qui dit on a essayé là, de voir si maintenant on était capable de l'affaiblir, mais il régénérait pas mal plus rapidement. Mais c'est ça, éventuellement, Kirk va mettre dans le doute le docteur Danner et elle, dans le fond, elle va se battre aux côtés là, de Kirk pour affaiblir Mitchell. Puis, dans le fond, une autre chose qu'on va voir un peu démontrer qu'il y a de l'action. Dans le fond, on se bat contre l'adversaire de la semaine, le vilain. Puis, il va y avoir une pierre tombale là, que Mitchell va faire apparaître. Là, James R. Kirk. On va changer, dans le fond, le R pour un T. Il y avait eu un débat avec dans le fond, quand ils ont voulu faire le remaster, savoir s'ils allaient changer le R pour un T. Ils ont décidé de ne pas le faire. Là. C'était un petit peu trop de taponnage pour l'époque. Là. Aujourd'hui, je pense même pas que ça doit prendre plus que 5 minutes de changer ça, mais pour 2009 là, ou 2006 ou ça doit être quelque chose de même, là, d'à peu près 2009, parce que sur mon boîtier là, de tout ça, on a la bande-annonce là, de Star Trek 2009. Là, fait que ça doit être un peu dans ces époques-là. Fait que c'est ça, je veux dire, c'est tout le combat. Puis finalement, bon, Mitchell va mourir, va tomber là, dans la crevasse, là, le trou là, que Mitchell a fait là, pour Kirk, là, pour l'enterrer, dans le fond. Puis c'est lui qui va tomber dedans. Puis Kirk va faire tomber une roche là, sur sa tête. Puis ça va finir là. Sa tête. Dans le fond, il est dans le trou. On va supposer qu'il est mort là. Puis le docteur Danner, elle va mourir dans le fond de ses blessures là, que Mitchell va lui avoir balancé. Pourquoi est-ce que Mitchell, lui, il réussit à se relever facilement, puis pas elle? On peut se dire que lui, justement, il s'est transformé. Il est rendu à un niveau supérieur au docteur Danner. Mais c'est ça. Je veux dire, je pense que c'est tout simplement ça. En tout cas, c'est la manière que je peux voir ça. Mais c'est ça. À quelque part, l'épisode va pas mal finir là. On va voir quand même où est-ce qu'on va arriver. Puis on va pas être on va pas les transformer en vilains. On va quand même aller sur l'idée qu'il n'a pas demandé ça, le personnage de Mitchell et de Danner. Que je veux dire, c'est un concours de circonstances qui sont devenus qu'est-ce qu'ils sont devenus, puis que dans le fond, ils ont perdu le contrôle, puis que n'importe qui dans leur
que ça a été n'importe qui, ben, avec tout ce pouvoir-là, ben, il aurait perdu probablement aussi. Là, il serait devenu aussi dans une folie comme eux autres. Une belle petite touche à la fin, je trouve, juste quand même pour fermer ça, pas on aurait pu aller sur le côté vilain un peu, quelque chose de même, que lancer genre de ligne là-dessus, que dans le fond, là, ça l'a fait ressortir son côté qui a toujours été, quelque chose de même. Il aurait pu faire ça, mais ils n'ont pas fait ça. Puis c'est ça, ben, on met ça en ligne, parce que ça va être pas mal tout le temps le point final où ce que Kirk et Spock, puis plus tard McCoy vont avoir la petite discussion de la fin pour clôturer là, la fin de l'épisode. Alors en conclusion, ben honnêtement, c'est pas l'épisode représentatif de Star Trek. Oui, on lance des idées, mais tu sais, partir à froid, là, c'est peut-être le meilleur épisode justement à partir, parce que revenir en arrière, c'est sûr que c'est pas. Je pense qu'ils ont fait vraiment la meilleure affaire là, de partir avec l'épisode là, de The Man Trap. C'est pas horrible, mais c'est très ordinaire. Je sais que dans la deuxième saison, il y a des épisodes qui sont très remarquables. J'ai écouté quelques épisodes quand même là, pour m'embarquer, puis c'est pas. Il y a vraiment là, des meilleurs épisodes là, qui s'en viennent. Puis beaucoup ce qui clash aussi, ben, c'est sûr que le côté production, Spock qui est comme jaune out, il y a des affaires qui vont être ajustées, là, genre dès le deuxième épisode. L'épisode de The Man Trap, je veux dire, est nettement supérieur à l'épisode d'aujourd'hui. Fait que, honnêtement, écoutez-les, je pense. Honnêtement, commencez au pire avec cet épisode-là. Mais, si maintenant vous êtes pour écouter la série, vraiment, vous êtes décidé. Commencez vraiment en ordre de production et non en ordre de diffusion. Parce que il y a un certain clash. Au moins, il y a une évolution. Mais honnêtement, je trouve ça plate de commencer là-dessus. C'est un genre de jaune là, pour l'épisode en tant que tel. Mais comme toute série, dans le fond, il y a quelque chose comme 30 épisodes là, par saison, à part la dernière, je pense qu'il est raccourci. Mais je vous dirais que dans la première et la deuxième saison, là, c'est des saisons qui sont très remarquables. Mais c'est ça, je veux dire, c'est juste le temps un peu d'ajuster. Ça part pas avec un bang. Mais c'est ça, à partir du deuxième épisode en partant, ben, la qualité, puis on sait un petit peu plus qu'est-ce qu'on veut faire, tout ça. Fait qu'à partir du deuxième épisode, là, je veux dire, le calibre augmente vraiment. Mais comme je fais toujours au podcast, ben c'est ça, je veux dire, j'essaie de plus partir avec l'idée de qu'est-ce que je veux couvrir. Que ce soit bon ou pas, je préfère le couvrir parce que en tant que tel, si je passe juste tout le temps les épisodes qui sont bons, qui sont plus que la moyenne, des affaires de même, ça sert absolument rien quasiment de faire la conclusion. Je veux dire, à quelque part, tout est endossable. Mais c'est le fun quand même de parler parce que en même temps, peut-être pour vous, je veux dire, l'épisode est remarquable dans le fond. Puis à partir de là, le premier épisode, puis après ça chute à partir de là. C'est bien possible. Par la suite, c'est sûr que comme l'épisode de The Cage, elle, officiellement, elle a été retravaillée pour être incorporée là, à mi-chemin là, de la première saison, ben on a décidé là, de la couper en deux, puis ajouter une histoire alentour avec le capitaine Christopher Pike, puis dans le fond que c'est dans qu'il est devenu paralysé, puis qu'il va retourner là, où ce qui était là, sur Talos 4, je pense que ça s'appelle. Fait que, on utilise ce qu'on a comme matériel, puis, apporter là, The Cage officiellement. The Cage va avoir été officiellement, je pense, publié à la télé, là, je pense, là, dans les années 80, là, éventuellement. Mais je veux dire, maintenant, il est accessible sans problème avec le streaming. Mais c'est ça, à l'époque, le premier épisode, comme j'ai dit, là, c'était The Man Trap. Et peut-être que vous devriez commencer par là, juste pour avoir un avant-goût.
Sinon, ben, si vous y allez, on a aussi quelque chose là, qui a été établi aussi, le Stardate, que je pense qui n'est pas tout à fait, qui va être un peu redéfini. Là, dans l'épisode d'aujourd'hui, là, c'est 1312.4. Puis ça va changer, ça va devenir 1313.8 à la toute fin. Là. Dans le fond, c'est une journée plus tard, mais c'est basé sur quoi exactement? Je pouvais comprendre que c'était en année interstellaire, là, jusque dans le fond, là, on a 13. Ben, en tout cas, avec le temps, là, dans le fond, la saison qui est comme la saison 1, puis l'épisode. Quel épisode peut-être que c'est ça, là, 1, 3, ben, ça fait saison 1, épisode 3, mais en même temps, ben, c'est pas. C'est la première, ça aurait dû être 1, tout simplement. Parce qu'en tant que tel, si on regarde les dates interstellaires, ben, sont vraiment placées en temps. On arrive avec. Je pense que l'épisode de Man Trap est genre 31. Puis Charlie X, qui était le deuxième épisode diffusé, ben c'était 44, quelque chose en même. Là. Fait que, tu sais, il y a quand même un temps là-dessus, mais qui va être peaufiné là, un petit peu là, au courant des années. Là. Fait que, dans le fond, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le fond, ce que je voulais faire un peu, c'était un peu établir l'univers de Star Trek avec l'épisode d'aujourd'hui. Oui, on parle du premier l'épisode principal, mais tu sais, je voulais quand même vous parler là, un peu de Gene Roddenberry, puis un peu l'univers qu'on voulait établir, tout ça. La semaine prochaine, ben, ça va donner, c'est comme un peu le premier pas pour mieux embarquer là, de qu'est-ce qu'on va parler là, dans le prochain épisode, là, dans le fond. En début de semaine, là, l'épisode de dimanche, où on va parler là, du film de 1979. Il y a des choses qu'on va avoir apportées, on va avoir ajusté, il va savoir passer beaucoup de choses avant d'arriver là, au premier film. On va se ramasser, dans le fond, 10 ans après la cancellation de la série là, en 1969. Qui a été cancellé, mais que dans le fond, c'est une question de comment qui comptait dans le fond les ratings, puis que dans le fond, c'est une série là, qui était un méga succès. Mais la manière que les producteurs regardaient ça, ben c'était quelque chose là, qui n'était pas rentable pour eux autres. Mais on va parler de ça au prochain épisode. Fait qu'entre-temps, ben, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, voir si, mettons, qu'est-ce que vous voudriez. Parce qu'en bout de ligne, je suis en train de calculer qu'est-ce que je pourrais faire. Tu sais, je me dis, des fois, je pourrais à chaque film rajouter un épisode. Tu sais, dans le fond, il y a 6 films. Le prochain épisode que je vais couvrir, c'est l'épisode Seed. Pas Bad Seed, là, mais. L'épisode, dans le fond, c'est qu'on a l'introduction du personnage de Khan. Quand on va parler là, du deuxième film, puis en tout cas, il y a quelques épisodes en question de City on the Edge Forever, qui est probablement une des meilleurs épisodes là, de la série. Mais il me faudrait peut-être un autre épisode. Fait que je compte sur vous pour peut-être me lancer une idée pour faire le 4e épisode, dans le fond, là, dans la série au complet, là, dans les 3 saisons là, de la série. Après ça, ben, je voudrais quand même aussi couvrir la série animée, faire peut-être 2 épisodes là-dedans. Fait que n'hésitez pas à commenter là, quel épisode que vous voudrez peut-être même que je couvre dans la série animée avant d'arriver là, à l'ère de Next Generation. Fait que n'hésitez pas à commenter sur l'épisode ou ce que vous la voyez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few.
Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. Somehow I doubt that this will be the last ship to carry the name Enterprise. Go to Farragut, to the beam up.